Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à travers ce webinaire pour évoquer un sujet d'actualité qui concerne tous les risk managers. Ce sujet du risque politique en général, je dois dire qu'il avait été déjà choisi comme thème central des deuxièmes rencontres africaines du risk management organisées par Imrae et qui devait se tenir aujourd'hui même d'ailleurs et demain à Abidjan. C'est-à-dire que nous devions être aujourd'hui à Abidjan et demain également pour les deuxièmes rencontres africaines du risk management. Je dois dire qu'on doit saluer la vision et l'esprit d'anticipation du président de l'association ivoirienne, Sandé Fatola, et de son comité de préparation, puisque, en effet, si à l'époque, les organisateurs souhaitaient aborder cette question par rapport à l'environnement politique en général de la Côte d'Ivoire, généré par les futures élections présidentielles, et voulaient l'étendre d'ailleurs à l'ensemble de la zone Afrique de l'Ouest francophone, ce sujet du risque politique est devenu d'une actualité brûlante, mais dans un contexte un peu différent, qui est celui de la crise sanitaire post-Covid que nous vivons tous actuellement. En effet, nous voilà aujourd'hui dans une situation inédite qui touche toute l'économie mondiale et l'Afrique, malheureusement, ne fait pas exception à cette règle. D'ailleurs, pour introduire le débat, je voudrais donner quelques chiffres issus d'une étude récente de notre partenaire, le cabinet Deloitte. En effet, le cabinet Deloitte a réalisé avec l'Institut de sondage OpinionWay et l'agence Conseil 35 degrés Nord un sondage dans 8 pays d'Afrique sur la perception de la pandémie de Covid-19. Ces 8 pays, c'est l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Alors, cette étude qui est intitulée Les opinions publiques africaines face à la crise du Covid-19, en fait, elle met en évidence en premier lieu une forte inquiétude quant aux conséquences économiques et sociales, en plus des craintes liées à la propagation du virus et de ses conséquences sanitaires, mais elle témoigne aussi une confiance forte dans l'action des gouvernements en réponse à la crise et en soutien aux économies et aux populations. Le niveau d'inquiétude concernant la contamination par coronavirus est de 81%. 64% sont très inquiets et 17% assez inquiets. Et sur la situation économique, 60% des personnes interrogées estiment que la situation de leur pays va se dégrader et 12% pensent qu'elle ne va pas changer. Alors que le continent est, comme on le sait, depuis une vingtaine d'années, sur une dynamique de croissance économique soutenue et on peut dire de confiance à l'avenir. Alors, ce qui est notable dans cette étude, c'est que l'inquiétude sur la situation économique, en fait, est inférieure à celle évaluée en France, par exemple, qui est de 88%, ou en Italie, où elle est de 76%. Et néanmoins, en début de la réactivité des gouvernements, des inquiétudes très précises sur les conséquences de la crise se dessinent. C'est ainsi que 54% des personnes interrogées redoutent une crise alimentaire et 84% une augmentation de la pauvreté. 82% des personnes interrogées en Afrique du Sud jugent ce risque important, 78% au Nigeria et en Côte d'Ivoire, ils sont 63%. Ces craintes portent essentiellement sur le manque de denrées de première nécessité comme le riz, la farine, les légumes ou l'huile. C'est ce qui fait dire d'ailleurs au président d'OpinionWay, à partir de ces chiffres, que, je cite, le spectre d'un retour des émeutes de la faim comme en 2008 dans certains pays contribue probablement à renforcer ces inquiétudes et à majorer ces résultats. Ces préoccupations, dit-il, traduisent des problèmes économiques très concrets engendrés par cette pandémie. Alors, l'étude de Deloitte OpinionWay 35 degrés Nord confirme également un fort niveau d'adhésion aux mesures de prévention. 82% pour le confinement, 81% pour le couvre-feu. Et confirme également un fort niveau d'adhésion et de confiance envers les gouvernements. 81% pensent que les gouvernements font confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie.
Cette confiance accordée aux différents gouvernements africains contraste assez singulièrement, d'ailleurs, on peut le noter avec la situation mesurée en France. Le gouvernement qui inspire le plus confiance est le Maroc, à 97%, suivi de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, à 89%. Si on fait une comparaison avec le gouvernement français, on bénéficie seulement de la confiance de 39% des sondés, dans une enquête similaire faite par Opinion Moi également. Donc on le voit bien, les difficultés sont devant nous. Comment allons-nous les affronter? Comment allons-nous sortir de cette crise? De quels outils peut disposer le risk manager pour pallier aux inconvénients de cette situation qui risque d'être chaotique? C'est bien toutes les questions qui se posent. Et pour tenter d'y répondre, en fait, je suis très fier et très honoré de vous présenter un panel de personnalités toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Et tout d'abord, je présenterai Ludovic Subran, Chief Economist du groupe Allianz. Alors, je lui demanderai de nous dresser un panorama de la situation mondiale. Et, puis, on fera un focus sur l'Afrique. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir Céline Audiourt, qui se joint à ce panel, car elle a accepté de remplacer au pied levé, si je puis dire, monsieur Ismaël Cissé, le directeur de Cyrus Capital, qui n'a pas pu se joindre à ce webinaire aujourd'hui, car il nous a annoncé hier soir qu'il était souffrant. Nous aurons également le témoignage d'un chef d'entreprise qui a vécu et qui vit encore, je dirais, de manière dramatique cette crise. C'est notre ami Xavier Marie, directeur général de l'aéroport de Dakar-Blaise Diagne. Et puis, nous aurons également, je dirais, pour nous donner un éventail des solutions possibles d'assurance qui s'offrent au risk manager, afin d'éviter ou d'atténuer cette crise, nous aurons le plaisir d'écouter Zoëb Azam, qui est souscripteur chez Accès XL à Londres, sur les risques de violence politique et de terrorisme. Alors, nous devions avoir le ministre Essis Esmaël Emmanuel, ministre auprès du Premier ministre, qui devait faire une allocution à l'introduction, mais il nous a annoncé hier qu'il était appelé en Conseil des ministres ce matin et donc il ne peut pas venir. Donc, du coup, je vais passer tout de suite la parole à Ludovic et j'ai envie de dire, docteur Subran, où en est l'état du monde? Comment va le monde, docteur? Si je le savais, je serais riche. Non, merci beaucoup Gilbert pour cette invitation et je suis ravi de partager avec vous l'analyse d'Allianz sur l'épidémie de Covid et les impacts que cela peut avoir sur l'environnement des affaires et en particulier sur l'Afrique. Comme le sujet est aussi le risque politique, je toucherai dans une deuxième partie ce que ça veut dire, notamment pour le risque politique. J'imagine que certains d'entre vous auront peut-être des questions aussi sur les solutions. Et donc, je suis très heureux aussi que Delphine Maïdou, notre directrice adjointe pour l'Afrique, est aussi ici. Donc, si vous avez des questions en particulier sur les solutions que propose Allianz, elle le fera avec plaisir. Et puis, Céline vous donnera l'éclairage sur la région, puisque c'est notre économiste pour la région. Moi, en introduction, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, on n'en est qu'au début de cette crise. C'est-à-dire qu'on a eu une phase sévère, une phase aiguë qui, dans le monde, a plutôt eu lieu entre la mi-mars et la mi-mai. Aiguë parce que l'épidémie a touché de plein fouet des économies avancées interdépendantes. Aiguë parce que les gouvernements ont réagi de façon spectaculaire avec des confinements stricts dans près de la moitié du monde. Et puis aiguë parce que la crise a commencé par une crise du commerce mondial, elle s'est transformée en une crise financière et puis elle devient aujourd'hui une crise pour les entreprises qui auront dû parfois faire face sans chiffre d'affaires pendant 3 mois et puis certainement pour des secteurs, et Xavier sera bien sera bien situé pour en parler, c'est encore plus difficile et ça va durer. Bien sûr, je ne parle pas, ou c'est pas mon domaine de prédilection, de la crise sanitaire, de la crise de santé, mais c'est bien sûr celle qui a créé le plus
de dégâts, des vies humaines, mais aussi d'anxiété. Et elle nous a rappelé à tous que dans le monde de l'assurance, on sait souvent pas gérer des risques qui sont exponentiels, probabilistes et systémiques. Je tire souvent le parallèle entre la crise du Covid et la crise du changement climatique. Elles sont très similaires et on voit bien que les solutions assurantielles, le partage des risques entre le public et le privé, pour l'Afrique, des solutions d'intégration régionale, tout ça, on en est au balbutiement malheureusement. C'est-à-dire que on a peut-être passé les 10 dernières années des solutions de risque sur le risque politique, le risque de terreur, le risque de guerre. On a délaissé le risque du changement climatique et surtout, on s'est rendu compte que le risque des pandémies, on était nuls tous collectivement. Et donc, je pense que c'est un sacré réveil pour le monde du risk management. Et donc, à nous de reconstruire ça ensemble, de le reconstruire mieux et surtout de faire en sorte, et moi je crois beaucoup à ça, que des continents comme le continent africain, pour lequel le gap d'assurance est un des plus grands, doit encore plus, les Américains diraient leapfrogger, c'est-à-dire il faut vraiment bénéficier de cet avantage de l'arriération. L'Afrique, dans le monde de l'assurance, arrive après le développement de solutions en Europe, aux États-Unis, et puis dans une moindre mesure l'Asie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des bons. Et je pense que cette pandémie et la gestion de cette pandémie nous offre. Je pense que l'Afrique peut proposer des solutions. On voit d'ailleurs dans la gestion de la crise, certains pays ont particulièrement été efficaces. Mais surtout, je pense que c'est le moment de penser à l'aune par exemple, de l'accord de libre-échange pour l'Afrique, de voir s'il n'y a pas des clauses ou des choses à mettre sur des mécanismes. On a des mécanismes de réassurance africains, on a des mécanismes d'assurance crédit africains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mécanismes justement sur la gestion des pandémies à mettre en place au niveau du continent pour éviter que chaque pays isolé doit faire face de nouveau à une crise comme celle-ci? On avait essayé de mettre ça en place. La Banque mondiale avait fait ces pandemic bonds, notamment pour la crise Ebola. On se rend compte que pareil, le partage des risques n'est pas suffisant. Donc, je voulais juste dire ça en propos liminaire parce que c'est quelque chose qui est important et qui nous interpelle tous, acteurs du risk management. Sur l'économie, donc cette phase aiguë, peut-être moins aiguë en Afrique pour diverses raisons épidémiques, d'interconnexion, de démographie. Mais aussi certainement de paucité des données, puisqu'on n'a pas autant de tests, on n'a pas autant de matériel. Elle a révélé plein de choses, cette phase aiguë. Elle a révélé, bien que les pays sont non coopératifs, on a eu des problèmes, par exemple en Afrique, à s'approvisionner sur les matériels médicaux, parce que la plupart des pays gardaient le matériel médical pour eux. On a vu aussi que cette crise dans la phase aiguë a testé la crédibilité des acteurs de politique publique, notamment les banques centrales et les ministères des Finances, et que donc dans les pays africains, on voit certains pays comme la Banque centrale d'Afrique du Sud décider de faire de l'assouplissement quantitatif. On voit des déficits qui courent dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, pour faire face aux besoins d'urgence. Il y a des innovations incroyables. Je pense au Togo qui décide de mettre en place un transfert direct aux plus vulnérables pour pallier le manque de revenus, puisque l'économie informelle fait que, avec une forme de confinement, beaucoup des moyens de subsistance ont été affectés. Et donc le Togo, avec la ministre Lawson, ont décidé, par exemple, de mettre en place un programme de transfert direct pour pallier le gap de revenus. Je trouve que c'est quand même assez important pour le souligner. Donc cette première phase a testé les pays qui étaient les mieux positionnés pour agir. On a vu le Maroc sortir du lot avec une palette d'outils extrêmement large qui ressemble très fortement aux outils utilisés par exemple en Europe. Alors il n'y a pas forcément le chômage partiel ou les prêts garantis, où il n'y a pas le programme PPP comme on a vu aux États-Unis, mais il y a une forme de soutien à l'économie pour éviter que la crise de l'économie réelle, la crise des entreprises, ne dure et surtout n'infecte le système financier. C'est important pour le dire. Et donc on passe, c'est pour ça que c'est important de ne pas baisser la garde, on passe dans une phase très compliquée de purgatoire. Cette deuxième phase, elle est compliquée parce qu'elle va durer longtemps. Elle va durer certainement jusqu'à la mi-2021, jusqu'à ce qu'on trouve un traitement ou un vaccin. Et dans cette deuxième phase, on va faire face à de nombreux faux départs. Alors les marchés, eux, s'envolent. Ils ne voient que le fait qu'en effet, les banques centrales ont été extrêmement accommodantes, que les budgets des gouvernements explosent.
et donc les marchés reprennent en V. En revanche, dans l'économie réelle, c'est tout un autre système qui se met en place. On a des secteurs comme l'industrie qui repartent. Ceux qui exportent, c'est plus compliqué. Et puis, on a surtout des secteurs qui sont au tapis. Les transports, les infrastructures de transport, la distribution, la construction, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est lié au loisir, à la culture, à l'événementiel. Puisqu'en fait, l'économie repart, mais il va manquer pendant un certain temps 20%, parce que les gens vont moins se réunir, parce que les gens vont épargner, vont avoir peur du futur. On voit par exemple en Europe le taux d'épargne qui double en période de crise, parce que le revenu a été protégé par les mesures de chômage partiel, mais les gens n'ont pas consommé une partie de leur revenu qui va généralement au voyage, au restaurant, à tous ces services. Et c'est vraiment une crise des services du quotidien qui ne pouvaient pas être ne pouvaient pas faire partie de leur panier de consommation pendant une certaine période. Et c'est important de comprendre cette deuxième phase parce que comme elle dure, c'est un marathon et donc elle teste encore plus nos politiques publiques, nos dirigeants, parce qu'il faut qu'ils continuent d'être bons. Ils ont été très bons dans la première phase. Il faut qu'ils continuent d'être bons pendant un an. Et ça, c'est très dur parce qu'on a des élections, on a des forces politiques, on a du risque politique et du risque social dans certains pays. Gilbert, tu parlais des émeutes de la faim en Afrique à cause de l'informalité du secteur agricole, à cause des conditions climatiques. Eh bien, c'est vrai que le confinement dans certains pays agricoles peut coûter en termes de sécurité alimentaire. Alors, c'est le cas dans les pays qui sont structurellement en crise et où il y avait déjà une propension à la famine assez élevée, malheureusement dans la Corne d'Afrique, bien sûr, mais aussi dans certains pays qui étaient en difficulté, je pense en Afrique de l'Ouest, au Sierra Leone, mais dans d'autres pays pour lesquels soit les récoltes et les revenus viennent notamment des matières premières agricoles, soit parce que le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emploi. Hein. Un pays comme le Maroc, par exemple, le PIB agricole, c'est près de la moitié du PIB, toujours. Eh bien, dans ces pays-là, le confinement a un effet ou peut avoir un effet sur la sécurité alimentaire. C'est pour ça que la gestion du déconfinement, parce que l'Afrique a à peu près un mois de retard par rapport à l'Europe sur le pic épidémique, la gestion du déconfinement, la gestion des moyens d'aide, ça se joue dans le temps. Et donc, c'est très important pour les risk managers de rester sur ces gardes, d'autant que on commence à voir que cette deuxième phase, elle est non coopérative. Donc, on voit encore plus de protectionnisme, on voit encore plus d'interventionnisme de l'État, notamment via l'abondement de sociétés publiques. Et donc, pour les entreprises du secteur privé, le risque du fait du prince est plus grand qu'il n'était avant la crise. Et donc, il faut garder ça en tête pour les risques politiques purs, d'expropriation, de confiscation. Il faut garder ça en tête pour les risques sur les transactions et notamment les risques d'impayés, les risques sur les monnaies, mais aussi les risques, bien sûr, sur des récessions qui durent et qui donnent lieu, en effet, à davantage on va dire, de mainmise de certains États qui avaient déjà tendance à le faire sur des actifs ou des secteurs clés. Donc attention à ça, c'est pas que du fait de l'Afrique, c'est qu'on le voit déjà en Asie, on le voit déjà en Europe, et donc on va certainement le voir très bientôt en Afrique. Et donc la troisième phase est celle de la reprise. Et donc là, on voit que la reprise, nous, du moins chez Allianz, on pense que la reprise sera presque aussi forte que la crise. Et ça, c'est un pari fort par rapport à certains qui sont très inquiets, qui disent qu'on reviendra jamais à l'avant-crise. C'est vrai pour certains sujets. Dire par exemple, on n'effacera pas les pertes en dollars, c'est-à-dire en monnaie sans rétribution de la crise, avant au moins 2022. Pour certains secteurs, comme le transport, avant 2023. En revanche, cette crise, elle a des particularités par rapport à d'autres crises, c'est qu'elle n'a pas infecté le système financier, ou du moins, elle a essayé, enfin les dirigeants ont essayé d'éviter que cette crise ne crée par exemple un crédit crunch, c'est-à-dire un resserrement des conditions du crédit. Et on a bien géré cette crise au sens où on a laissé couler les déficits. Alors, sur le monde émergent et en particulier en Afrique, je mets un bémol à ça, c'est que le FMI et la Banque mondiale sont très décevants. Et c'est pas que de leur fait, c'est surtout du fait, à mon avis, de
la faiblesse plus générale des institutions multilatérales dans un monde dans lequel le président Trump ne croit pas en ces institutions, dans un monde dans lequel la Chine et les États-Unis se tirent la bourre et dans lequel, notamment pour l'endettement public des pays africains, la Chine est devenue un créditeur de choix. Et donc, vous avez dû entendre le début de la crise, tout le monde a parlé de gestion de la dette, et notamment du service de la dette des pays africains, mais il n'y avait pas un acteur clé autour de la table qui était la Chine. Et donc, va se jouer dans les mois qui viennent une politisation de la gestion de la crise dans les pays africains, et notamment on va voir quels sont les pays qui continuent de financer, de miser sur l'Afrique. Je vous dis ça parce que c'est important pour nous, parce que nous, on est une compagnie d'assurance européenne, on a fait le choix très fort d'investir en Afrique et on maintient le cap. Et ça, je pense que, vous savez, il y a un proverbe qui dit que c'est dans la crise, c'est qu'on reconnaît ses amis. Nous, chez Allianz, par exemple, mais je pense que l'Europe, de manière générale, a fait le choix très fort de continuer ses investissements et de continuer de grandir, d'accompagner les entreprises, les ménages sur les solutions Yard et sur les solutions vie en Afrique. Je pense que ça ne sera pas le cas de toutes les entreprises. On voit notamment la Chine connaît un sujet domestique fort. Et donc, elle a tendance à replier ses investissements sur son précaré qui est l'Asie du Sud-Est. De la même façon, les États-Unis, j'espère qu'il y aura un retournement de situation sur la deuxième partie de l'année, notamment avec les élections. Nous, on mise sur la victoire de Joe Biden, mais les États-Unis aujourd'hui resserrent encore plus les investissements sur les États-Unis. Donc, il y a un assèchement, si vous voulez, des investissements, des IDE vers l'Afrique. Et ça, c'est un sujet. Et pour les entreprises, bien sûr, les budgets vont être difficiles. Et pour l'Afrique, c'est toute une question de narrative. C'est-à-dire que pour l'Afrique, il va falloir encore plus, il va falloir redoubler d'efforts pour éviter que les vieilles images d'Épinal de l'Afrique ressortent avec c'est corrompu, c'est pas bon, ça marche pas, etc. Parce que c'est pas vrai. Donc, c'est notre rôle à tous de jouer là-dessus, parce que dans un monde qui va rester tendu pendant encore 12 mois, il va falloir faire de la retape sur ce qui va et ce qui va pas. Donc sur la reprise, donc sur le continent africain, Céline vous donnera les chiffres. On mise aussi sur une reprise tout aussi forte sur le continent africain. Mais voilà, les gros sujets de la reprise pour l'Afrique, et je suis désolé de faire de la généralité, mais c'est en effet le commerce extérieur, parce qu'en effet, les pertes commerciales sur 2020, elles sont de 3,5 000 milliards de dollars. Et avec la vague protectionniste, puisqu'on est aujourd'hui sur des barrières douanières d'environ 10%, le niveau des années 90, pour les pays exportateurs africains, donc les pays côtiers, exportateurs de matières premières, de pétrole, ça va être une situation difficile, d'autant que les prix des matières premières restent durablement déprimés. Deuxième sujet, celui du canal du financement, je vous en ai parlé. L'Afrique aujourd'hui a un taux d'autofinancement, si on compte notamment les revenus fiscaux, très faible comparativement aux autres pays. C'est en gros 16% pour le continent, c'est 46% pour l'Europe. Et donc, ça veut dire que la croissance africaine a besoin du financement extérieur et que le recours à l'endettement va être fort. Et le sujet des monnaies va être forcément important, puisque beaucoup de pays, notamment dans l'Afrique francophone, se sont endettés en eurobonds, beaucoup d'entreprises, et le repaiement va être bien sûr regardé avec une certaine finesse, notamment pour essayer de séparer ces entreprises zombies, parce qu'il y a aussi en Afrique certaines entreprises qui sont zombifiées par une crise comme celle-ci, et donc les investisseurs vont devenir plus sélectifs. Et le troisième sujet de la reprise en Afrique, c'est celui de justement la gestion. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde autour de l'industrie, et ça fait un moment que les africanistes, que les panafricanistes parlent d'un besoin, je ne vais pas dire d'autonomie ou d'autosubsistance de l'Afrique, mais d'un besoin notamment de donner de l'emploi aux milliards de jeunes Africains qui ne seront ni dans l'agriculture ni dans les services. Et on voit l'Europe, par exemple, dans cette crise, s'est réveillée sur son autonomie stratégique industrielle. Et donc, je pense que c'est un moment aussi de choix pour décider moi, je pense beaucoup à un rapprochement entre l'Afrique et l'Europe sur une industrie plus forte. Je pense que l'Europe a tout à gagner à investir davantage sur le manufacturier en Afrique, et l'Afrique a à gagner en compétences, en savoir-faire
pour créer justement une base industrielle solide et éviter bien justement d'être bimodal, comme on le voit en Afrique du Sud, avec des matières premières qui contribuent énormément ou au Maroc d'ailleurs, avec des matières premières qui contribuent très fortement au PIB et un secteur des services aussi disproportionné. Le Maroc a fait le choix d'avoir une stratégie industrielle sur l'aéronautique, la voiture, la chimie, la pharmacie. Je pense que de nombreux pays africains vont devoir aussi repenser ça. Et comme l'Europe fait moins confiance aux États-Unis et moins confiance à l'Asie, je pense qu'il est grand temps de repenser un peu une stratégie industrielle et une stratégie de co-développement et de co-construction avec l'Afrique, puisque on a la proximité de la monnaie pour les pays d'Afrique de l'Ouest, on a une proximité géographique, on a une proximité de langue, bien sûr, pour les pays d'Afrique francophone avec la France, mais aussi on a une communauté de destin. Je pense que c'est important de voir que dans une crise comme celle-ci, on doit absolument essayer d'être plus fort ensemble. Et à mon avis, c'est un vrai choix politique pour le continent d'essayer de creuser ce sillon industriel parce que ça aidera sur l'emploi, ça aidera aussi sur la proximité des chaînes de valeur qui sont juste tout en train de se réduire ou de se recompacter, d'essayer de se mettre dans le sillon du consommateur européen puisque c'est 280 millions de personnes aux portes de l'Afrique. Voilà. C'était pour une introduction et je ne sais pas Gilbert si Céline prend la parole juste après moi ou Non, mais alors justement, là, je me pose la question de savoir si je passe la parole à Céline ou à Xavier. Mais auparavant, parce que on pourrait t'écouter toute la journée et on pourrait faire un webinaire rien qu'avec toi, tellement tu es passionnant. Simplement, je voudrais quand même te poser une question. À travers tout ce que tu dis, il y a quand même des messages d'espoir et on voit bien que la reprise, elle sera plutôt en WW ou en tout cas, il n'y a pas de crédit crunch comme tu le dis. Donc, j'ai envie de te renvoyer la balle. Tu représentes un assureur et notamment un assureur crédit. Quelle est la position de l'assureur crédit aujourd'hui dans ce contexte pour soutenir les entreprises dans cette période de reprise en W? Et en Moi, Afrique en je pense que dans ces crises-là, et notamment dans cette crise du cash, l'assurance crédit est essentielle. Elle est essentielle parce que malgré les milliards ou les trilliards que les banques centrales mettent dans l'économie, en fait, on se rend compte qu'en Europe, ça va principalement dans les banques et donc dans une forme de prêt bancaire. Et aux États-Unis, ça va principalement sur les marchés. Donc, cette liquidité n'arrive pas aux PME. Et qu'en fait, la vraie banque, ce sont les fournisseurs. C'est la banque invisible. Et donc, en tant qu'assureur crédit, eh bien, en effet, on est beaucoup moins, comment dire, présent dans les médias, etc., que les banques, qui, elles, font leur business en disant on est là, on est trop fort, elles roulent des mécaniques. Nous, on essaie de faire de notre travail avec, en effet, un triangle d'incompatibilité fort. Le premier, c'est que nous, on doit rester solvable. Et donc, bien sûr, on ne peut pas éponger, le risque étant systémique, on ne peut pas éponger, je te donne l'exemple de l'Air Hermès, mais c'est à peu près pareil pour tous les assureurs crédits, l'Air Hermès a à peu près 1000 milliards de dollars d'encours. Une compagnie qui fait par an à peine 2,8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est un des business les plus leveragés qu'on connaisse. Donc, il faut protéger aussi la solvabilité. Ça, c'est un vrai sujet et donc il faut comprendre aussi qu'on est là pour ça. Le deuxième sujet, c'est d'être là, d'être présent. On est présent puisqu'on continue d'assurer 1000 milliards de dollars d'encours dans le monde. On a demandé de l'aide aux États pour prendre une partie du risque. Donc, il y a certains États, notamment l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, qui ont décidé d'utiliser des mécanismes de partage. En France, c'est Cap Export, Cap Relais. Mais dans le reste du monde, c'est des mécanismes principaux. En gros, c'est l'État qui réassure une partie du bilan. Et donc ça nous permet de rester dans le risque. 3, l'assurance crédit, c'est comme chauve-souris, c'est ni chauve ni souris, c'est ni assurance ni crédit. Pourquoi? Parce que c'est pas du financement. Donc, c'est une garantie, une forme de garantie. Et puis, par rapport au reste des assurances, c'est annulable. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé à réduire les encours de risque sur les entreprises qui, d'après nous, ne passeront pas la crise. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on indemnise beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des incidents de paiement. On voit les incidents de paiement augmenter assez fortement après 3 mois de pause, puisque pendant les 3 mois, on n'a pas vu d'incidents de paiement et puis on n'a pas vu de faillite puisque les tribunaux étaient fermés. Et là, maintenant, on commence à voir les incidents de paiement. Et nous, on est là dans le risque pour les entreprises pour lesquelles on sait
qu'elles ont un avenir. En revanche, c'est vrai que pour les entreprises pour lesquelles on sait, donc ça peut être les biens d'équipement des ménages, ça peut être certaines entreprises qui étaient très, très, très endettées, très endettées. On a des entreprises pour lesquelles on a des garanties de crédit qui sont des milliards, et c'est des entreprises qui ont des dettes sur fonds propres à 130%. Donc ces entreprises-là, si tu veux, et qui sont des entreprises avec tu vois, des chiffres d'affaires, des marges très fines, des chiffres d'affaires, je pense notamment à la distribution, bien sûr. Bah, c'est des sujets, c'est-à-dire que ces entreprises-là, et on le voit d'ailleurs, on a déjà des marques d'habillement, des marques de distribution qui sont en procédure. Et donc oui, c'est vrai qu'on on réduit, on le fait beaucoup moins fortement qu'en 2008-2009, parce qu'on avait réduit avant, on s'attendait à ce qu'il y ait un retournement de conjoncture. Deux, on essaie de le faire de façon beaucoup plus granulaire par secteur. Et trois, on a l'information au niveau de l'entreprise, et donc on essaie justement de séparer les entreprises pour lesquelles c'est temporaire et celles pour lesquelles on n'arrive pas à faire les comptes à la fin de l'année. Donc ces entreprises qui avaient déjà 3 années consécutives de baisse de chiffre d'affaires, 3 années consécutives de marge, enfin de perte, bah, c'est sûr que c'est difficile de rester dans le risque avec ces entreprises parce qu'elles continuent de s'endetter pour faire des ponts de trésorerie. Mais que va-t-il se passer une fois que les chômages partiels ont disparu, je parle pour l'Europe, et une fois que les prêts garantis doivent être payés? Eh bien, ça, c'est un sujet. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a réduit l'encours. Voilà. Et sur les prix, pour finir, puisque c'est un vrai sujet, bien sûr, une crise comme celle-ci, elle tend le marché. Et donc, bien sûr, la couverture a un coût. Donc, la couverture publique a un coût pratiquement, enfin, très faible. Mais la couverture privée, le marché privé, connaît une augmentation des prix pour l'encours de crédit, puisque je donne le chiffre au niveau monde, mais on a une augmentation de 20% des faillites sur 2020 dans le monde, 40% aux États-Unis. Et donc, dans les pays africains, au Maroc, par exemple, c'est aussi de l'ordre de 25%. On a quelques chiffres pour l'Afrique du Sud aussi. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que première partie de l'année, c'est zéro d'augmentation, et c'est vraiment tout se joue sur la deuxième partie de l'année. Donc, c'est 20% d'affichage, mais en fait, c'est 0 et 40. Et sur 2021, on est déjà autour de 30% d'augmentation, avec pareil un premier semestre à 40%. Donc on retrouve le nombre d'entreprises détruites de la crise de 2008-2009, et ensuite ça redescend au deuxième semestre 2021, quand en effet on revient vers une forme de normalité. Merci. Céline, est-ce que vous constatez la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire? Finalement, est-ce que cette situation économique est un peu similaire à celle qu'a décrit Ludovic au niveau mondial? Est-ce que vous pouvez nous faire votre analyse? Bien sûr, bien sûr. Ben, je commence avec ma présentation. Ça va être Alors, comme ça, avant que je vous pourrais vous commenciez, montrer plein de j'ai chiffres. oublié de dire tout de suite que normalement le webinaire dure 1 heure et quart maximum. On a déjà pris beaucoup de temps euh, avec Ludovic, mais bon, ça durera le temps que ça doit durer. Si vous voulez poser des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez poser les questions et je transmettrai les questions aux intervenants. Céline? Merci beaucoup. Bon, j'ai compris le message aussi. Je vais Alors essayer rapidement, si d'aller c'est un peu plus possible. vite, surtout. Voilà. Oui. Surtout, Ludovic a très bien cerné certains points, donc ce n'est pas la peine que je m'attarde beaucoup dessus. Mais tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'intervenir. Et je l'ai su au dernier moment, mais j'en suis très ravie. Comme Ludovic vient de dire, l'Afrique a été aussi très fortement frappée par le Covid-19. En fait, il n'y a aucun continent qui ne soit épargné. Dans le cas de l'Afrique, la crise sanitaire, si vous voulez, les ravages de la crise sanitaire étaient relativement plus contenus lorsqu'on regarde ce qui se passe en Amérique latine en ce moment. Donc, les pays les plus touchés étaient l'Algérie, Afrique du Sud, Maroc. Par contre, l'impact économique a été très fort, et cet impact, bien sûr, provient en premier de la dépendance des autres continents, des pays par rapport aux pays avancés à travers le canal des échanges commerciaux, mais aussi des revenus de tourisme et aussi toutes sortes de flux de capitaux
par les transferts des migrants ou des investissements directs étrangers ou financement des dettes des eurobonds des pays africains. Donc, tous ces canaux, malheureusement, se sont taris pendant la crise et l'Afrique, finalement, a été affectée gravement par Covid-19 qui va déboucher du coup à un recul de PIB de moins 3,1% en 2020, qui va être du coup la première récession sur le continent depuis 25 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pensons que le rebond va être assez fort l'année prochaine, de l'ordre de 4%. Donc le continent africain saura rebondir mieux que d'autres continents, disons, lorsqu'on compare avec l'Amérique latine. Les pays les plus touchés sont les exportateurs de commodities, mais surtout de pétrole. Donc, on a les géants comme Nigeria, Algérie, Angola, des exportateurs de pétrole qui vont voir un recul très fort de leur PIB. Mais de l'autre côté, on a les exportateurs de services, surtout du tourisme, comme la Tunisie, le Maroc, qui ne vont pas être épargnés par ce choc, tout simplement par l'arrêt des voyages, de transport des voyageurs. Et finalement, on a les pays qui vont subir un choc combiné, qui vont venir du recul de la demande extérieure pour le trade, pour le commerce, mais aussi de la demande intérieure à cause de mesures de confinement. Ben là, nous avons l'Afrique du Sud, ça va être le plus gros perdant en termes de croissance du continent en 2020. Et la Côte d'Ivoire, lorsque vous regardez ce tableau, on va se dire Côte d'Ivoire ne se porte pas si mal que ça. Donc pour 2020, nous attendons une croissance de moins 1,1% et avec un recul presque au rythme d'avant de 5,7% pour l'année prochaine. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Déjà en Côte d'Ivoire, nous avons eu une période aux années 2000 jusqu'à 2010 avec une croissance très volatile à cause de l'instabilité politique. Donc ça, déjà, c'est un risque à souligner peut-être pour les années à venir. Mais après 2010, il y avait eu beaucoup de progrès en termes de stabilité macroéconomique, des réformes pour améliorer le climat des affaires, investir massivement dans les infrastructures pour renforcer la connectivité du pays qui avait donné ses fruits. Nous étions à un rythme de croissance de 7% depuis 2016, entre 2016 et 2019. Donc, notre baseline, si vous voulez, qu'on va y retourner d'ici 2022 à ce rythme de croissance de 7%. Mais quand même, j'aimerais attirer votre attention sur ce risque politique qui a, dans le passé, eu des conséquences assez graves en termes de croissance, stabilité de la croissance. Comme je viens de dire, un des canaux financiers par lesquels les pays vont être affectés, c'est les transferts des migrants. Dans le monde, déjà, nous attendons un recul de 20% des transferts des migrants vers le continent africain. Et dans le graphe d'à gauche, je vous montre que c'est le poids par rapport au PIB. Et les pays comme Gambia, Sénégal, Égypte, Mali, Maroc, on parle de Nigeria, on parle encore de plus de 5% de PIB, équivalent de 5% de PIB venait par les transferts des migrants. Donc, c'était des rentrées de dollars assez importantes. Mais encore, Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est tout à droite. Donc, pour la Côte d'Ivoire, ces transferts des migrants représentaient moins de 2% du PIB. Donc, ce n'est pas un risque très substantiel par rapport aux autres pays du continent. Et à droite, tout simplement, je voudrais vous montrer que ce recul, c'est les barres roses, ce recul des transferts des migrants, c'est partout dans le monde. En fait, ça va reculer sur le continent africain, mais aussi sur le continent européen ou Asie centrale. Donc, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et malheureusement, je ne peux pas vous parler d'un rebond juste l'année prochaine, après un recul de 20%.
Pour le transfert des immigrants, nous attendons un rebond de 5,6%. Donc, on ne va pas récupérer les niveaux d'avant en termes de flux de capitaux entrants. Et ceci m'amène à mon slide d'après, c'est que pour l'Afrique, selon nous, le risque le plus imminent, c'est ce qui se passe sur le secteur extérieur. À gauche, vous voyez la dépréciation de taux de change des monnaies depuis le début de l'année. Donc, vous avez la Zambie, Angola, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, qui ont connu des dépréciations très fortes. Et ça s'est fait en plus au prix des efforts d'intervention par les banques centrales qui ont fait éroder les réserves internationales et qui n'ont même pas permis de vraiment amortir, de freiner ces dépréciations. Donc, parmi les pays comme Égypte, Kenya, Afrique du Sud, Angola, ce sont des pays qui ont aussi vu leurs réserves internationales significativement diminuer dans un environnement où le financement va se faire de plus en plus dur et il n'y a pas d'entrée de devises par les touristes ni par les transferts des immigrants. Donc, à droite, vous avez la situation de compte courant des pays africains. Et en bleu, vous avez la situation en 2019. En vert, ce sont nos projections pour 2020. Et pareil, les pays comme Algérie, Sénégal, la Tunisie, Maurice avaient déjà un fort déficit de compte courant. Et bien sûr, la baisse des prix des matières premières, surtout de pétrole, en plus couplé par un recul de demande mondiale, ne veut pas du tout arranger la situation pour ces pays-là. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, après un surplus commercial pendant 2005-2016, le choc sur le prix de cacao en 2017 a fait que le pays enregistre un déficit de l'ordre de 4%, ce qu'on prévoit d'ailleurs pour 2020 aussi. Donc, c'est la situation, mais ce déficit était facilement financé, disons, par les IDE, qui étaient de l'ordre de 1,4%, et le reste du déficit pouvait être financé par l'émission des eurobonds. Surtout en 2018, c'était une émission de 1,7 milliard d'euros, c'était équivalent de presque 5% du PIB. Mais quand je vous en parle maintenant des émissions des eurobonds, j'ai l'impression de parler d'une époque passée et je ne sais pas quand, par exemple, cette source de financement sera de nouveau accessible aux pays africains, y compris Côte d'Ivoire, mais sachant que faire partie d'une union monétaire, je vais revenir à ce sujet tout à l'heure, c'est un atout principal déjà, on pouvait observer ceci par les taux de rendement des émissions de Côte d'Ivoire, de Sénégal, qui étaient beaucoup plus bas comparé à d'autres voisins, disons comme le Ghana. Donc, je pense qu'il y aura un retour au marché. Les pays de l'Afrique de l'Ouest vont être les premiers à en bénéficier. Mais le risque continue que ce ne soit pas pour demain. D'une part, il faut que les investisseurs aient envie de nouveau de prendre des risques, d'investir dans les pays plus risqués. Et les conditions de marché, il faut que ça s'améliore. Donc, je ne veux pas être alarmiste. Le compte courant par rapport aux autres pays, relativement, le déficit va être moindre. Mais maintenant, la question qui se pose, comment s'endetter, comment financer, sachant que les IDE vont reculer, il n'y aura pas possibilité d'émettre des eurobonds. Et Ludovic vient de mentionner que la Banque mondiale et le FMI ont été assez décevants quant au financement de cette crise pour les pays qui ont plus de besoins. Et la fragilité principale de Côte d'Ivoire, c'est bien sûr sa dépendance très forte sur le cacao qui représente 40% des exportations et au pétrole. Donc, ce sont des commodities et les prix sont très volatiles. Donc, juste, je voudrais donner un point d'alerte sur ceci, mais il faudrait aussi mettre en contexte, comme je vous ai montré, il y a beaucoup plus de pays africains qui sont dans une situation plus inquiétante.
Je passe à la dette publique. La soutenabilité de la dette, c'est un des principaux risques qui vont émerger de cette crise. Et nous n'allons pas être étonnés à voir des défauts. Déjà, beaucoup de pays étaient en surendettement. Mais à gauche, je vous montre notre forecast, notre prévision d'augmentation de taux d'endettement par pays pour déjà en fin de l'année 2020. Vous avez l'Angola, Tunisie, Nigérie, Mozambique qui vont voir un fort endettement public. Et ça, c'est lié aussi aux efforts pour contenir les effets économiques de la crise. Et bien sûr, les pays africains n'ont pas les mêmes moyens, mais en même temps, nous avons vu l'Afrique du Sud a réussi à mettre en place un package de soutien d'équivalent de 10% du PIB. Donc, c'est assez conséquent. Mais avec la baisse de prix de pétrole, les revenus de tourisme, donc ces pays devront s'endetter plus. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités que les multilatéraux, les bailleurs de fonds ou la Chine. La Chine, oui, comme Ludovic vient de souligner, c'est un sujet assez épineux quant aux conditionnalités de l'endettement aussi. À droite, je vous montre que les pays avaient vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre en 2019. Nous avons les pays comme Égypte, Tunisie, Maurice, Maroc, qui avaient beaucoup de dettes, un taux élevé d'endettement public. Donc, quand vous allez vers la droite sur le graphe, le taux d'endettement augmente. Et quand vous descendez, c'est le niveau de déficit budgétaire. Gilbert, tu peux l'arrêter, hein. C'est une machine. Je note pas l'arrêter. S'il vous plaît, en plus, c'est un avion, tu sais, c'est Dr Ozurt, c'est un avion parce de chasse. Parce que moi j'avais une question en plus. Alors, oui, en plus, j'arrive pas à vous voir, c'est pour ça, n'hésitez pas s'il vous plaît. Il te faisait signe, Céline. Est-ce que vous avez non, j'ai pas la vue de caméra, non, désolée. Est-ce que vous avez imaginé l'impact des élections présidentielles en Afrique sur le comportement des acteurs économiques et justement les IDE qui peuvent relancer la machine économique en Côte d'Ivoire? Oui, si vous voulez, je viens. En 2 minutes. En 2 minutes, donc le secteur privé a pris beaucoup de place en Côte d'Ivoire et qui est devenu vraiment un moteur de croissance. Et ça a été aussi grâce aux réformes qui ont été mises en place depuis 2012. Là, vous voyez que pour faciliter l'accès au crédit ou de garantir les droits de propriété. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont amélioré l'attractivité du pays. Aujourd'hui, 2/3 de l'investissement est réalisé par le secteur privé qui emploie 83% des travailleurs. Et il y a un vrai risque que ces efforts soient mis en parenthèse à cause de l'urgence économique ou à cause des choix politiques ou tout simplement à cause de l'incertitude. Et ça pourrait bien sûr effacer tous ces progrès et mettre en danger, par exemple, la transition digitale est un secteur où Côte d'Ivoire a beaucoup de retard par rapport aux pays comme Kenya ou le Ghana. Donc, il y avait récemment beaucoup d'investissements pour créer un hub commercial à travers les ports, les routes. Ben, tous ces efforts pourraient être un peu compromis si l'incertitude politique règne ou il y a une volonté de faire différemment. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Merci pour ce panorama sur la Côte d'Ivoire qui est tout à fait intéressant. Alors là, on était effectivement dans l'analyse et dans l'auscultation, j'allais dire, de ce qui existe, qui est l'économie de l'Afrique de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire en particulier. Mais maintenant, je voudrais passer la parole à quelqu'un qui a vécu, j'allais presque dire dans sa chair, cette crise. Parce que, en tout cas, il la vit encore et
il représente un des secteurs qui a été le plus touché dans cette crise, que ce soit dans le monde ou même en Afrique, puisque c'est le domaine du transport. Il est directeur général de l'aéroport de Dakar, Blaise Diagne, et j'aimerais qu'il nous apporte son témoignage et de voir quelles solutions lui il a pu trouver, s'il en a trouvé, pour passer et puis pour repartir si tant est qu'un jour le transport aérien va repartir. Xavier, je te laisse la parole. Et merci Gilbert, bonjour à toutes et à tous et bonjour en direct de Dakar puisque je suis toujours à Dakar, je n'ai pas quitté mes fonctions depuis le début de la crise. Et donc, brièvement, je suis directeur général du nouvel aéroport de Dakar qui a ouvert fin 2017, qui s'appelle l'aéroport de Dakar-Blaise Diagne. Et cet aéroport est une entreprise sénégalaise avec des actionnaires qui sont pour 2 tiers d'entre eux turcs et pour le tiers restant sénégalais. Donc, je suis à la tête de cette société avec environ 130 employés. Et donc, le 21 mars, à la surprise générale, après un très court préavis, puisque nous avons fermé quelques vols sur l'Europe quelques jours avant, et le 21 mars, le trafic a été interrompu totalement à 100% et les frontières ont été fermées. Cependant, il a fallu quand même conserver la machine aéroportuaire ouverte, puisque nous avions le devoir d'accueillir à la fois des vols de rapatriement, pour que les divers pays du monde fassent revenir leurs ressortissants dans leur pays, et puis aussi des vols sanitaires et surtout des vols cargo, puisque nous avons des vols cargo tous les jours. Donc, depuis cette date, je tourne avec une activité qui équivaut à peu près à 2% de mon trafic normal. Et le business model des aéroports étant basé sur la redevance en fonction du nombre de passagers, n'ayant plus de passagers, puisque les avions cargo n'amènent que des marchandises, je me retrouve avec des revenus quasi inexistants. Cependant, je dois faire face à toutes mes obligations, à toutes mes charges fixes, bien sûr, l'électricité, l'essence, etc. Et nous avons dû mettre en place un plan de continuité d'activité, un premier PCA, je dirais, puisqu'on passe par plusieurs phases. Et nous avons dû réagir très rapidement, puisque qui aurait pu prévoir quelques semaines avant la survenance de cette crise qui est nous arriver. Il est vrai que quand on y pense aujourd'hui, des entreprises multisectorielles quand même, comme l'aéroport qui réunit le transport aérien, mais aussi beaucoup d'acteurs autour, se retrouvent complètement à l'arrêt. Donc, plus de transport aérien, ça veut dire aussi un gros coup de frein sur l'économie en général, mais aussi surtout au Sénégal sur l'activité touristique qui s'est arrêtée, et donc tout ce qui est transport terrestre, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration s'est arrêté aussi. Alors, il est clair que pour avoir eu un passé dans le management des risques, mais aussi encore aujourd'hui très actif, parce que je suis toujours membre de l'AMRAE et puis de l'association du Club Franco-Risque, et donc je suis ça de très près avec cet état d'esprit aussi, mais nous n'avions pas du tout prévu dans notre carton une crise de cette ampleur et avec un tel coup de frein. Alors au Sénégal, d'une manière générale, puisque j'interviens pour faire un témoignage, et il est un petit peu difficile pour moi d'intervenir après d'aussi brillants intervenants, mais bon, malgré mon métier, je suis encore dans une situation terre à terre. Et aujourd'hui, au Sénégal, pour vous décrire brièvement la situation, dès la survenance de la crise et la fermeture des frontières, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un état d'urgence qui s'est traduit par une fermeture, un arrêt des liaisons interrégions. Donc, les régions au Sénégal sont des petits départements, on va dire. Donc, on ne pouvait plus aller d'une région à l'autre, et même pour aller à l'aéroport à 50 km de Dakar, je devais me munir de moult laissez-passer et badges pour pouvoir aller dans la région d'à côté où se trouve l'aéroport. Donc, état d'urgence veut dire aussi couvre-feu, tout d'abord de 20h à 6h, avec des conséquences importantes pour le personnel, puisque les gens devaient être chez eux à 20h. Avec les conditions de circulation, ça veut dire que nous avons dû remanier nos horaires. Et puis, avec l'obligation aussi de revêtir des équipements de protection individuelle. Ils sont devenus obligatoires, et contrairement à beaucoup de pays, ici au Sénégal, nous n'avons pas eu du tout de problème d'approvisionnement en masques ou en gel hydroalcoolique. Ce qui m'étonnait quelquefois quand j'entendais ce qui se passait dans certains pays d'Europe, particulièrement dans celui dont la capitale est Paris. D'autre part, le gouvernement a publié tout de suite une ordonnance qui visait à interdire les licenciements
économique et de préserver un certain niveau de salaire qui était avec un niveau plancher de 70%. Cette mesure a été une très bonne chose puisque ça a permis de maintenir les gens avec un revenu. Ça n'a pas été, et ce n'est toujours pas facile pour les entreprises qui doivent faire face à cette situation où d'un côté nous n'avons plus de revenus mais nous avons encore des charges importantes. Et en ce qui concerne l'aéroport, la charge salariale est très importante. Mais je dirais que ça a permis le maintien de l'emploi et le maintien d'une certaine forme d'économie. Il est important que les gens conservent leur salaire puisque dans un pays comme le Sénégal, et comme dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, je pense, un salaire fait vivre entre 10 et 15 personnes. Donc, ça évite des situations de détresse et de pauvreté, mais aussi, ça permet aux gens de continuer à faire vivre l'économie informelle qui concerne à peu près 50% de la population. Et donc, on peut considérer que cette décision a permis de bien gérer la crise. Il est vrai aussi que le confinement n'a pas été instauré, puisque déjà structurellement, ça aurait été difficile en termes d'habitation. On arrive dans la saison, ce qu'on appelle l'hivernage, donc il va faire chaud et il y a une humidité importante qui va s'installer. Et aujourd'hui, une grande partie de la population vit quand même, pas dans la rue, mais dans des situations qui ne sont pas des situations de confort climatisé. Donc, pas de confinement, maintien du niveau des salaires, et puis relâchement petit à petit de manière à maîtriser la gestion de la crise. Bon, il est vrai que le Sénégal, comme beaucoup de pays d'Afrique, ont eu l'expérience Ebola, donc ils ont eu les bonnes réactions tout de suite. Et puis aujourd'hui, depuis le 2 mars, je dis bien depuis le 2 mars, on enregistre au Sénégal environ 90 décès, 6 000 cas déclarés, donc 4 000 déclarés guéris, et donc avec encore à peu près entre 200 et 300 personnes qui sont en soins intensifs, les autres étant sous surveillance. Donc comparativement aux pays d'Europe, on voit que la crise a été bien gérée, que l'impact est très différent, et puis que les conditions de protection mises en place tout de suite ont permis de limiter sa propagation. Donc, alors, premier plan de continuité d'activité, mise en place de mesures de protection de l'aéroport, puisque du jour au lendemain, plus personne ne vient, donc il faut protéger le site. Il faut aussi faire d'énormes économies. Je suis arrivé à baisser ma consommation d'électricité de 65%, non sans conséquence, puisque ça entraîne l'arrêt de la climatisation dans certaines zones et donc de l'inconfort. Pour l'anecdote, tous les chocolats de la boutique Duty Free ont fondu. Donc, on va s'arranger avec eux pour la suite. Mais nous sommes donc dans une situation économique qui est assez dramatique. Donc, nous avons vécu jusqu'à maintenant sur le paiement des factures que nous avions émis depuis le début de l'année, qui sont payées par les compagnies aériennes principalement, puisque nos partenaires économiques, j'entends par là les restaurants, le duty free, les magasins, etc., qui sont dans l'aéroport, n'ont plus de passagers non plus, donc plus de revenus, ils sont dans la même situation que nous. Donc les compagnies aériennes nous ont payé leurs factures, mais depuis le 22 mars, je ne facture plus de prestations, donc je n'ai plus de facture à émettre, et là j'arrive au bout d'un cycle où ça va être très difficile pour moi de continuer. Donc nous espérons la reprise de l'activité. On nous avait dit 1er juillet, maintenant on est à 15 juillet. Peut-être que compte tenu de discussions au sein de l'UMOA et de la CEDEAO, ce sera peut-être le 1er août. C'est très difficile pour nous d'attendre et c'est très difficile. Nous sommes tous impatients de la reprise du trafic. Et donc, lorsque cela va reprendre, je pourrai émettre des factures, mais je vais émettre des factures sur une activité qui va être réduite d'environ 70%, puisque la reprise va se faire progressivement. Et nous pensons que dans un premier temps, c'est 30% du trafic qui va reprendre. Donc, je vais émettre des factures, mettons au mieux, allez, disons fin août, si ça reprend début août. Elles seront payées, je pense, fin octobre ou fin novembre. Ça veut dire que pour moi, je devrais continuer à gérer ce décalage entre la reprise de l'activité où je vais réactiver mon personnel et puis mon électricité et donc réaugmenter mes charges et je n'aurai pas de revenus. Donc là, le gouvernement a pris des décisions pour permettre aux entreprises de faire appel à des prêts garantis par l'État avec des taux très intéressants au regard de ce qui se pratique en Afrique d'une manière générale. Mais les prêts, même s'ils sont à des taux intéressants, restent des prêts et il faudra les rembourser. Bon, les
les conditions pardon, sont assez sympathiques puisqu'on a 1 an de décalage, 1 an de période de grâce, un taux de l'ordre de 3,5% et une garantie de l'État de 20%. Donc on doit se débrouiller aussi pour la garantie restante. Et puis il va y avoir le problème social puisque l'ordonnance du gouvernement nous empêche de licencier mais nous permet de diminuer les salaires. Donc nous avons déjà discuté avec nos instances représentatives du personnel, nos délégués et nos syndicats. Nous avons déjà baissé les salaires. Nous allons les baisser de manière progressive. On leur explique qu'il faut beaucoup de pédagogie, etc. pour leur expliquer qu'il va falloir revenir au travail, retravailler comme avant et être payé moins. Et donc aujourd'hui, on est sur cette tendance. Donc ça, c'est le plan de continuité d'activité numéro 1. Et ensuite, on va entamer une nouvelle phase qui est la phase de reprise. Et donc, avec la mise en place d'un dispositif qui permet aux gens de retrouver la confiance. C'est très important dans le transport aérien, mais dans beaucoup d'industries et d'économies, c'est le retour à la confiance. Donc, on doit redonner la confiance à la fois à nos compagnies aériennes, à nos passagers et à nos gouvernements. Donc, ça veut dire mise en place de mesures sanitaires, beaucoup de communication, pour dire que l'aéroport est équipé, que la distanciation sociale se fait, que le port du masque est obligatoire, qu'il y a du gel un peu partout, etc. La formation du personnel aussi et la protection du personnel, parce qu'il est important pour nous de protéger nos équipes. C'est la responsabilité du chef d'entreprise d'une part, mais c'est aussi la condition de reprise essentielle, c'est de garder cette confiance. Donc voilà très brièvement, parce que je ne voudrais pas être trop long, la situation au Sénégal. C'est une situation qui est assez inédite. Encore une fois, c'était imprévisible. Donc on va pouvoir en tirer un certain nombre de leçons. Je pense qu'on va revoir un petit peu la manière d'aborder ce style de risque et de placer à la bonne place dans notre cartographie des risques. C'est vrai que des conditions où on a l'arrêt total de l'activité pendant 3 à 4 mois et ensuite l'obligation de reprendre comme si rien s'était passé ou presque, ça va être quelque chose de particulier. Et donc, nous travaillons à cela. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà Gilbert, le témoignage de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, où on considère que malgré tout, cette crise a été plutôt bien gérée par les autorités. Ah oui, merci beaucoup Xavier. Je pense qu'effectivement, la crise a été bien gérée pour 2 raisons. C'est que déjà, les entreprises comme les tiennes, vous êtes en passant de PCA en PCA, vous avez réussi à maintenir finalement une certaine stabilité. Et puis surtout, finalement, on se rend compte que c'est vous qui avez réussi à financer cette première partie de la crise, finalement, en maintenant les salariés, en les rémunérant, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes à bout de trésorerie, il n'y a plus d'entrée, et donc la deuxième phase va être un peu plus compliquée si le secteur des transports ne redémarre pas. Et comme tu le dis, il y aura quand même un effet de latence sur les encaissements liés aux facturations qui seront de toute manière réduites par rapport à ce qui existait avant. C'est très intéressant et on voit bien que quand même vous êtes dans des situations de stress. Et je dirais que finalement, est-ce que vous avez pris des assurances? Alors, je ne sais pas si vous avez pris des assurances ou des assurances justement sur les risques extrêmes qui pourraient arriver au cas où la situation se dégraderait. Et je vais m'adresser directement à Zoued parce que finalement, c'est là que on s'adresse finalement aux assureurs, j'allais dire presque en dernier recours. Qu'est-ce que se passe-t-il? Alors, on a vu la position des assureurs crédit. Qu'en est-il des assureurs du risque violence politique et terrorisme? Parce que on connaît aussi la position des assureurs IARDT quant aux fameuses indemnisations des pertes d'exploitation sans dommage, qui font les gros titres les négociations entre les associations de risk managers et les différentes fédérations d'assureurs, des compagnies d'assurance. Finalement, vous, à Londres, comment vous voyez cette situation, sachant que vous avez, je crois que tu vas nous le dire, Zoël, vécu déjà plusieurs phases de risque, on va dire, avéré. Oui, alors bonjour à tous les panélistes et puis à tous les participants. Je vais essayer de faire le plus bref et synthétique
possible, surtout après les brillantes interventions de Xavier Céline et Ludovic. Je pensais, Gilbert, qu'on s'adressait à Dieu en dernier recours et non pas aux assureurs. Mais bon, Ça, c'est pour les cas c'est désespérés, mais c'est à peu près la même le chose. cas désespéré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je pense pour comprendre la position et l'état du marché, violence politique en particulier au jour d'aujourd'hui, il est important de refaire un zoom et aussi de faire un saut dans le temps il y a un an. Alors, un zoom tout d'abord en sortant du monde de la violence politique pour considérer les polices dommages en leur globalité. Je pense que les différents acteurs ont remarqué que depuis 2 à 3 ans, les taux dans le monde des polices dommages sont en train de se durcir et en train de repartir à la hausse. Cela, bien sûr, a mis les lignes de business comme les nôtres sous pression également. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, d'un point de vue géographique, si on dézoome, on sort de l'Afrique et on part dans le temps, un an en arrière, notre marché a commencé à être sous pression suite aux événements qui se sont produits et qui se produisent encore à Hong Kong. Donc à Hong Kong, depuis le printemps dernier, il y a de fortes manifestations de nature politique suite à certaines lois qui sont passées. Le marché s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'expositions et pas mal de police. Hong Kong étant une ville qui est très très dense, mais les accumulations sont très très fortes en termes de GEMP à travers des programmes internationaux. Donc on a subi cette crise hongkongaise durant toute la moitié 2019. Ça allié à la pression que nous subissions par rapport aux autres branches de business, le dommage en particulier, a aidé à durcir un peu les taux dans le monde des assurances PVT. On était en train de traverser la crise de Hong Kong, qu'à l'automne 2019, un pays en Amérique du Sud qui s'appelle le Chili, les gens se sont réveillés contre le gouvernement suite à une hausse, je pense que c'était une hausse dans le prix du ticket de métro. Ça a donné lieu à d'immenses émeutes. Des émeutes que on n'avait pas forcément vues auparavant, en fait, de mémoire d'assureurs PVT. On approche au jour d'aujourd'hui sur le Chili en termes de pertes pour le marché. Nous, AXA XL, c'est un pays qu'on a évité, non pas par génie ou par appétit. C'est un pays sur lequel, et c'est une zone sur laquelle on n'est pas forcément très très actif. Donc on a évité du coup les sinistres. On parle d'environ 1 milliard de dollars de pertes pour le marché. Le marché dommages qui donne des sous-limites SRCC au titre des polices dommages va essuyer le tiers ou la moitié de ces pertes et l'autre moitié est pour le marché spécifique PVT. Le Chili est un cas d'école car nous, assureurs, on pensait toujours que les risques systémiques et catastrophiques dans le monde de la PVT n'arrivent que lorsqu'une attaque terroriste de l'ampleur du 11 septembre aux US arrive. Donc un sinistre total avec des charges explosives. Le Chili nous a montré que la fréquence, la durée et l'application aussi des manifestants qui se sont
arrangé pour que, par exemple, les chaînes de supermarchés américains soient systématiquement endommagées, pillées et totalement brûlées, donne lieu à des sinistres qu'on ne pensait pas forcément possibles suite à des émeutes. Les émeutes sont des choses qu'on voit. On a vu des sinistres sous ces volets en 2019 suite aux Gilets jaunes en France. On en voit souvent en Afrique, en Asie. C'est plus de la fréquence que de l'intensité. Donc, le Chili et son milliard de sinistres sont venus s'ajouter à la peine qu'on avait déjà sur Hong Kong. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivée la crise du Covid. Donc, la crise du Covid est venue rajouter de la pression indirectement sur le marché PVT suite à des pertes qu'ont subi d'autres lignes de business, encore une fois, qui sont les polices annulation d'événements. Donc tout le monde était focalisé sur les JO de Tokyo, mais il faut savoir que les concerts, les festivals, les salons, les tournois de tennis, les ligues sportives, tout ça, ce sont des événements qui sont assurés dans le marché spécifique et qu'à l'échelle mondiale, les sinistres sont en train également de dépasser largement le milliard. Et là, pour le coup, AXA XL, on est assez impliqué sur ces sinistres. Donc, bien sûr, lorsque tout ça vous arrive, vous êtes sous pression vis-à-vis du management à être profitable et à être rentable. Donc cela a entraîné un durcissement des taux déjà au 1er janvier. Je pense que les personnes qui nous écoutent et qui ont des polices PVT ont vu et ont subi ces taux qui se sont durcis dès le mois de janvier 2020. Si on reconsidère les grosses pertes que les lignes comme le dommage, l'énergie et le marine cargo ont subi pendant 2-3 ans, on a perdu à cause de ça 4 ou 5 syndicats entre 2019 et 2020, donc des syndicats au Lloyds qui ont disparu. Donc, ce qui fait de l'offre et des capacités PVT en moins. Donc, cela joue aussi pour entraîner les taux à la hausse. Donc ça, c'est un peu le contexte qu'on avait au niveau mondial avant le Covid. Si on fait un focus pré-Covid sur l'Afrique, comme Céline l'a mentionné, des pays comme l'Angola, le Mozambique, l'Afrique du Sud, je rajouterais le Malawi, le Zimbabwe, ne se portaient pas en super forme d'un point de vue social et économique. Et ce sont des pays qui avaient déjà des problèmes de manifestations et d'incidents avant que la crise du Covid n'arrive. Donc la crise du Covid et le Covid arrive, grosse perte pour le marché annulation d'événements qui au sein d'AXA XL est une branche complètement sœur, hein, au même titre que le kidnapping des polices PVT. Donc on est vraiment directement impacté. La crise du Covid donne lieu à des incidents en Afrique. On a vu des incidents en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale sur des sites industriels, des travailleurs qui n'avaient plus accès aux usines ou aux mines pour venir travailler, donc des journaliers qui se sont pris de façon physique à leur outil de travail, on va dire. Donc ça a rajouté de la tension et du stress sur les marchés. C'est ajouté des manifestations contre les mesures de confinement
prises par les États. Donc, Gilbert, je pense que tu as annoncé en intro que il y avait un suivi et puis un soutien de la part des populations et les populations étaient majoritairement d'accord avec ces mesures, mais n'empêche que des pays comme le Kenya, le Malawi, pour ne citer que deux, ont vu des villes entrer en opposition contre les mesures de confinement. Et je pense que récemment, on a vu des manifestations de cet ordre en Guinée aussi. Ces pays-là ne faisaient pas partie du sondage que j'ai cité, hein. D'accord, Donc, d'accord. Bon. Après, il peut arriver qu'au sein du même pays, une grande majorité soit d'accord avec le confinement, mais que dans certaines zones minières ou industrielles, il y a une petite minorité qui s'arrange pour défendre leurs intérêts. Voilà. Donc, il faut donc à tout ce que j'ai cité précédemment s'ajoute ces troubles, mais tous ces troubles n'ont pas de mesure et ne sont pas comparables à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on va vivre avec les US. Donc les US, les émeutes sont arrivées pendant le Covid, mais comme vous le savez, les émeutes n'ont pas de lien avec le virus. Ce sont des émeutes qui ont lieu suite à l'assassinat de George Floyd. Ce sont des émeutes dans l'histoire des États-Unis qui sont uniques. On a vu des émeutes, vous les appelez comme vous voulez, des émeutes raciales ou pour l'égalité des peuples. On a eu ce genre d'émeutes à Watts il y a quelques décennies ou dans d'autres villes, mais elles étaient limitées dans la durée et elles étaient limitées dans la zone où elles s'opéraient. Donc on appelait ça les émeutes de Chicago, de Los Angeles ou tel ou tel. Là, on a à faire face à des émeutes qui sont au niveau national. Les 52 États sont touchés de façon plus ou moins sévère. Les émeutes ont duré pas mal de semaines et on a allègrement déjà dépassé le $1 milliard de pertes. Donc c'est en train de venir s'ajouter à tout ce qui s'est passé depuis l'été dernier. on est à 3 Juste une milliards. petite... On est à Tremula. Et sur les US, contrairement à l'Amérique latine ou à Hong Kong, on est AXA, le groupe AXA, via le rachat de Excel, est aussi impliqué. Alors c'est intéressant, juste une petite parenthèse d'ordre vraiment là, assurantiel pur et comment les produits marchent. Les US et les clients aux US achètent uniquement et de façon systématique le volet terrorisme. Donc, la plupart des clients américains couverts au titre du terrorisme uniquement ne sont pas indemnisables sous les événements qui se sont déroulés récemment. Néanmoins, les États-Unis sont un réceptacle d'investissement direct non négligeable. On a énormément de programmes mondiaux d'entreprises allemandes, françaises, anglaises, japonaises. Et sous ces programmes mondiaux, les US ont une grande part. Et ces programmes mondiaux achètent la full PV, donc le terrorisme, le sabotage, grève, émeute, mouvement populaire, plus la guerre civile. Donc on se retrouve, nous, marché standalone PVT, à indemniser des pertes sous le volet émeute aux US, chose qu'on n'a pas forcément vocation à faire, mais pour des groupes qui sont principalement des groupes et des polices master appartenant à des groupes
étrangers. Les entreprises américaines, elles, sont souvent couvertes au titre de ces dommages via leur police tout risque. Voilà. Donc on a ce tableau, et comme Ludovic l'a décrit dans son intervention, il y a maintenant le futur, parce que ça nous est arrivé sous forme de première vague sanitaire, seconde vague en termes de mesures économiques. Maintenant, la troisième vague, elle est beaucoup moins prévisible et contrôlable. À cela s'ajoutent des problèmes, on va dire, là on peut faire un focus sur l'Afrique, des problèmes qui commencent à s'ajouter au Covid. On peut prendre l'exemple du Mali, où la société civile s'est réveillée, les gens sortent de façon de plus en plus fréquente dans la rue contre le gouvernement en place. Le Mali a historiquement déjà ses problèmes de terrorisme et d'insurrection sur le nord, et vient s'ajouter des problèmes politiques. Le Mali est un pays dans lequel on est assez exposé. La Zambie aussi connaît des manifestations fortes depuis quelques semaines. Les choses sont en train de s'aggraver au Malawi et au Zimbabwe, là, d'une combinaison entre la crise économique Covid et les problèmes politiques internes. Et si on focus encore plus sur un pays que j'adore et qui s'appelle la Côte d'Ivoire, on a eu cette fameuse attaque terroriste au nord contre les forces armées. On a les élections qui sont là vraiment au bout de la rue, et on a cette sortie de confinement, sortie de crise sanitaire qui s'annonce avec les difficultés économiques que l'on sait. Donc, et avec cette situation sur le terrain, s'ajoute la situation difficile du marché des assureurs. Donc tout n'est pas forcément sombre ou gris, hein. On a vu, nous par exemple, beaucoup d'assureurs et AXA XL aussi agir de façon assez flexible et souple, c'est-à-dire dans la renégociation de contrats alors que les polices avaient déjà été achetées au 1er janvier. Donc des hôtels, des aéroports, des compagnies aériennes, tous ces gens qui ont déclaré un chiffre d'affaires et puis une PE de temps pour 2020 et qui se retrouvent avec une PE de beaucoup moins. Soit ils ne sont plus en position de payer les primes faute de trésorerie, soit on renégocie. Donc ça, c'est quelque chose que, grâce aux courtiers, pour le moment, il n'y a pas eu trop de désaccords ou de problèmes. Donc ça, c'est assez positif. Autre chose positive pour notre marché, on va dire, c'est les grosses polices dommages commencent à exclure de façon systématique les sous-limites GEMP qu'elles offraient de façon quasiment gratuite, de façon historique, un peu partout, que ce soit Hong Kong, le Chili, les US ou même l'Afrique. Beaucoup de gens avaient des sous-limites GEMP au titre de leur police tout risque, qui aujourd'hui n'existent plus. Et le marché spécifique standalone PVT a repris toutes ces exclusions pour les inclure dans les polices terrorisme. Donc c'est pas gratuit, mais c'est possible. Et dernière chose, on a aussi été assez, je pense, flexible dans la mesure où, ok, on a perdu des
capacités au Lloyd, c'est des capacités terrorisme qui ont disparu du fait que le syndicat lui-même a disparu, pas forcément à cause des lignes PBT, mais j'ai trouvé que on a été depuis le mois de mars assez souple quant aux renégociations de contrats. Le marché et les taux se sont durcis, mais néanmoins, on n'a pas été et nous ne sommes pas plus sélectifs en termes d'appétit. Donc, des pays comme la Libye, la Somalie, on a renouvelé et on renouvelle pas mal de comptes au 1er juillet dans ces deux pays. C'est pas des comptes desquels on pense à sortir. Donc, le soutien est maintenu à travers l'ensemble des pays en crise, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Néanmoins, on est, et ça c'est une réalité, on est sous pression par rapport à ce que d'autres lignes de business ont subi, comme Ludovic a mentionné, le monde des risques pots est en train de passer aussi à travers une phase assez difficile et pour eux peut-être le pire va arriver. On est en échange assez régulier avec notre équipe risque pot. On a pas mal de comptes communs et ça c'est une inquiétude. Et la dernière chose que je voudrais aussi ajouter, rapidement, ouais, très très rapidement, c'est que et ça s'il y a des gens qui veulent abonder, Ludovic a parlé d'une communauté de destin. Je voudrais lui poser la question et vous poser la question. Est-ce que vous n'avez pas vu aussi pas mal de réflexes nationaux et un réflexe au sauve-qui-peut national? Je crois que Ludovic en a parlé quand même sur le plan mondial. Il a dit que nous allions avoir. Ah ben il est là. Je l'avais. Je le laisserai. Il a dit oui. Je l'avais plus. Voilà. Bref. Non, bien sûr, non, c'est justement ça le sujet. Et donc, je pense que le secteur privé est bien plus panafricain que les États, comme le secteur privé est bien plus européen que les États. Et donc, c'est à nous aussi de parler des choses communes qui fonctionnent. Et moi, j'ai très peur du vent mauvais qui souffle sur les relocalisations, le protectionnisme, parce que ça rend le monde des affaires beaucoup plus compliqué. Et en Afrique, en Afrique francophone, du moins, il y a l'enjeu de la monnaie, qui est cher à Céline parce que c'est un des plus grands communs dénominateurs qu'ont ces pays-là et qui aujourd'hui agit comme un filet de sécurité d'une façon. Et c'est un sujet qui est bien sûr très très politique et politisé, mais aujourd'hui ça agit vraiment comme un filet de sécurité. Alors ça, c'est des agréments par ailleurs sur la déflation, sur le financement, peut-être sur le maintien au pouvoir de certains hommes d'État pour trop longtemps par rapport à d'autres pays qui connaissent des vrais mouvements de leur monnaie. Mais je pense qu'il faut travailler et c'est pour ça que par exemple la zone de libre-échange africaine, même si elle a l'air très ambitieuse et loin dans le temps, fait partie des choses qu'il faut absolument travailler. L'Europe, par exemple, pendant cette crise, pour moi, s'est révélée en ayant en profitant du privilège exorbitant de l'euro pour la première fois de son histoire en 20 ans, et elle s'est révélée en montrant qu'elle est décidée à sauver l'Italie coûte que coûte. Donc même si au début il y a eu des ratés, l'Allemagne a interdit une partie des exportations de masques vers l'Italie, la Commission n'a pas été au rendez-vous, on se rend compte que on veut absolument éviter une deuxième Grèce 2009-2014 là. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'en Afrique, et malheureusement, les institutions panafricaines sont souvent en construction, ou du moins,
ont besoin de davantage de moyens, hein, ne serait-ce que ça. Hein, quand tu regardes l'agence régionale de santé ou la veille épidémique, mais aussi les efforts qui sont faits sur le terrain économique. Et moi, je pense que il faut, c'est un moment très décisif pour mettre en avant les bienfaits de commun entre pays qui sont liés géographiquement en termes de chaîne de valeur. Parce que sinon, en effet, en fermant les frontières ou en ayant des contre-chocs réglementaires très forts, je connais très peu de pays en Afrique qui gagneraient, par exemple. Oui, alors on voit déjà dans l'Afrique du Nord, c'est quand même le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que la Tunisie, enfin le problème entre le Maroc et l'Algérie empêche, et bien sûr, enfin c'est un problème, il faut vivre avec, mais empêche une certaine, je pense, envolée de l'Afrique du Nord dans son intégration européenne et certainement une innovation, un pôle d'innovation qui pourrait servir à toute l'Afrique, mais aussi à tout le continent européen. Donc on sent que, et ça va être l'enjeu à mon avis de ces prochaines années, ça va être de redessiner les clubs de pays amis et ceux qui ne veulent pas jouer collectif. Et les pays qui avaient tendance à être les moins coopératifs se retrouvent aujourd'hui encore plus dans l'œil du cyclone, notamment les pays très mercantilistes. L'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, voit bien qu'elle est obligée de redistribuer vers ses pays clients pour avoir des débouchés. Les pays, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, qui ont misé tout leur modèle sur l'export ou sur des hubs de financement, se retrouvent aujourd'hui dans l'œil du cyclone parce qu'ils sont doublement, triplement affectés par une crise comme le Covid. Et donc, je trouve que ça appelle, à mon avis, à réfléchir ces alliances et que il faut faire ça pour avoir un effet de taille important en Afrique. Il faut l'UMOA, enfin une partie des régions, qu'elles aient ou qu'elles aillent d'une seule voie essayer de créer des choses au sortir de cette pandémie. Moi, je voudrais revenir sur, avant qu'on arrête ce très intéressant webinaire, et je vous remercie pour cette hauteur de vue de vos analyses, mais j'aimerais revenir sur des choses un peu plus basiques, parce que aussi bien Ludovic que Zoé, finalement, quand vous écrivez le marché de l'assurance, vous dites, le marché est toujours là, mais malgré tout, avec tous les sinistres que l'on vient de se payer, les primes vont augmenter, et même il y aura peut-être des réductions de capacité. Donc, les primes avaient déjà fortement augmenté en 2019. On comprend qu'elles vont augmenter en 2020. Donc, si je veux conseiller mon ami Xavier d'aller s'assurer pour se couvrir contre les risques qui l'attendent, il va me dire, mais j'ai déjà plus d'argent et on me demande des primes exorbitantes. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse là? Alors, tu veux commencer, Ludovic? Bon, je commence. Alors, c'est vrai que ce que je dis, c'est un cycle qui est assez négatif car nous, on est sous pression et on durcit nos taux et l'assurance, in fine, coûte plus cher. Et en face de nous, on a des clients qui sont au bord de la faillite. Et leur dire que ça va vous coûter encore plus cher, c'est pas simple. C'est là où on voit que pour une fois, non, je ne dirais pas ça, mais bon, c'est là où le courtier aussi a sa valeur ajoutée, à la façon dont il peut restructurer la police, car on se rend compte aujourd'hui que des gens, depuis toujours, achetaient des limites de garantie et des extensions qui n'étaient pas forcément requises. Aujourd'hui, ils se reconcentrent sur l'essentiel. Donc ça, c'est la première chose. Rediscuter et remettre à plat ces polices et voir quelle est la limite de garantie adéquate. Surtout en Afrique où les gens ont tendance à acheter full value, full cover. Peut-être que ce n'est pas forcément de rigueur aujourd'hui. Ça, c'est une chose. On a accepté, nous, de façon systématique, les délais de paiement et des paiements en jusqu'à 8 fois. Des pays comme le Mozambique ou le Zimbabwe, on commence à avoir des comptes où on accepte des paiements en 8 fois.
sans grande espérance, hein, car ce sont des pays et des comptes qui sont déjà très très mal en point. Et ensuite, il y a des comptes qui vont devenir, et ça, c'est pas le cas de l'Afrique, hein, mais il y a un compte, par exemple, américain, qui est l'un des plus, qui je pense la plus grosse chaîne de supermarchés au monde, euh, qui qui est en train de devenir ce qu'on peut appeler un risque inassurable, car c'est un compte qui a eu des centaines de millions de pertes au Mexique il y a 4 ans. C'est un compte qui a eu 700 millions de dollars de pertes au Chili en novembre dernier. Ils ont eu une centaine de magasins complètement pillés, brûlés, et qui ont déjà un demi-milliard de pertes depuis le début des émeutes aux US. Donc ce compte-là, c'est un compte qui va devenir presque inassurable, à moins que le client décide de garder en rétention propre les premiers 50 ou 100 millions de dollars de pertes, et ce, chaque année. Donc on est dans des situations extrêmes, mais en Afrique, je ne connais pas de compte, ni même de pays, qui ait ce genre d'extrémité. Alors justement sur Les l'Afrique, parce pays que où j'ai eu une les assurances... question de la part d'un participant qui nous regarde depuis Madagascar. Alors justement, il dit, mais voilà, Madagascar est un cas particulier, un contexte légèrement différent. Comment appréciez-vous ça, le risque? Alors, Madagascar a un contexte différent, c'est-à-dire, alors, on peut pas là interagir, mais je pense qu'il y a un contexte différent en termes de crise sanitaire et de crise économique, j'imagine, hein. Sur Madagascar, Madagascar fait partie de ces rares pays en Afrique où les taux se sont stabilisés et sur lesquels on est aux mêmes conditions que l'année dernière. Que ce soit Madagascar, le Botswana ou d'autres pays comme le Ghana, ce sont des pays où les taux sont stables et je pense pas qu'il ait subi d'hausse en termes de taux pour ces polices. Voilà. Ludovic, tu voulais répondre? Non, sur Madagascar, je pense pas que Non, je mais sur peux la question rajouter à ce que d'avant. dire. Non, non, sur la question d'avant, si tu veux, je pense que le sujet, c'est le prix du risque depuis 10 ans, qui est beaucoup trop bas. Le problème depuis 10 ans, c'est que le secteur de l'assurance s'est rigidifié sur ses positions. Il y avait énormément de capacités parce que il y avait énormément de liquidités, mais en fait, le prix du risque a été complètement gommé. Et on se rend compte 10 ans trop tard, mais en fait, le régulateur l'avait vu. Enfin, il y a aussi un jeu de chat et de souris entre le régulateur et l'assureur. Mais si tu veux, on est, pour ceux qui ont un bilan pris dans un environnement de taux très bas, qui va être encore plus bas, et ce pendant 40 ans, si on en croit la littérature sur les périodes après pandémie, sur les taux réels. Donc, ça veut dire que les revenus d'investissement, les revenus financiers des assureurs seront durablement contraints, avec une possibilité de diversification, mais qui reste assez limitée. Tu as sur Liard, oui, un sujet, c'est que tu as de tout et n'importe quoi dans les acteurs. Et que, on l'a bien vu, je pense d'ailleurs qu'on va avoir un vrai contre-choc réglementaire dans l'assurance, parce que les régulateurs, les superviseurs dans chacun des pays sont en train de se rendre compte que les polices d'assurance sont différentes, trop différentes. Il y a trop d'hétérogénéité d'une police à l'autre par rapport à l'harmonisation des produits bancaires. Moi, j'ai entendu un superviseur me dire ça, me dire, mais enfin, on est en train de découvrir que les gens peuvent avoir des choses très différentes. Eh bien oui, c'est la vie, selon le prix qu'on paye, selon les garanties pour lesquelles on paye quelque chose, eh bien on a un produit différent dans l'assurance. Il y a une hyper customisation. Et donc, je pense par exemple le risque pandémie, il y a un vrai sujet politique en ce moment en France, mais aussi dans d'autres pays, où le politique dit les assureurs ne contribuent pas, mais c'est difficile de contribuer pour quelque chose pour lequel tu n'as pas reçu de prime pendant 10 ans. Enfin, et donc, je comprends qu'on a un effort tous collectif à faire d'information,
développement de solutions idoines, notamment face à ces nouveaux risques, parce que on en parle, mais ça fait partie, c'est toujours la même chose entre les vulnérabilités, les risques, les aléas. C'est-à-dire que le monde du risque, c'est un monde subtil et sophistiqué. Donc, entre quelque chose qui est quelque part dans une table de criticité des risques et quelque chose pour lequel on agit, eh bien, il y a un monde et on est en train de se rendre compte de ça. Et puis, oui, je pense qu'il y a une consolidation qui doit avoir lieu dans le secteur de l'assurance. On voit des acteurs qui sont dans une situation exsangue et qui vont être encore dans une situation pire à l'avenir. On a je pense, tout à gagner à accompagner les entreprises vers des nouvelles solutions de partage du risque. Je pense bien sûr, on a les captives, on a des choses qu'on connaît, mais je pense aussi, tout ce qui est prévention est toujours négligé. Alors dans l'assurance crédit, par exemple, c'est pas ça, mais dans le risque politique, c'est toujours difficile d'avoir un échange sur la prévention. La personne veut aller là-bas, il cherche des capacités, il en a trouvé pour pas cher. Parce que le marché du Lloyd's avait une croissance incroyable, et puis après on se rend compte, oui, que ça marche peut-être pas aussi bien, et l'indemnisation des dommages et pertes est peut-être pas à la hauteur, ou alors que quand il y a la volatilité qui revient, ou quand il y a en effet une confluence de risques, eh bien les garanties et les prix. Moi, je pense que si tu veux, le prix du risque a été trop durablement bas et que l'ajustement se fait sur les couvertures et que c'est ça qui est dommage. Je pense que si on avait une vraie discussion sur le prix du risque, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, avec en effet des gens qui ont du mal à placer certains de leurs risques sur le marché. Et la situation, à mon avis, va se tendre encore davantage. Bon. Ludovic, juste un point. L'ajustement se fait en termes de couverture, car il est difficile aujourd'hui de pousser des clients, et ça, je suis d'accord avec toi. L'ajustement devrait se faire sur le prix, mais vu la situation économique que traversent, par exemple, des gens comme Xavier, sa situation, tu peux la multiplier par 1000. Il y a d'autres gens qui sont dans la même situation. Est-ce que tu penses que le temps est bon? Est-ce que le timing est bon pour essayer de pousser un réajustement en termes de prix plutôt que de couverture? Le problème, c'est plutôt les couches de couverture. Dans le cas si on considère qu'un aéroport est une infrastructure critique, au lieu de donner des tonnes de liquidités aux banques pour faire des prêts à des entreprises zombies, il faut peut-être réserver une partie des aides pour justement faire passer des périodes difficiles sous forme assurantielle à une partie des acteurs que l'on considère comme systémiques pour une autonomie, une souveraineté, etc. Par exemple, aujourd'hui, je vois sur les assurances pandémie, on n'a absolument aucun dialogue au niveau européen. Donc, les Allemands font un truc, les Français font autre chose, les assureurs lobby de chaque côté du Rhin, alors qu'en fait, on se rend compte qu'une pandémie, c'est c'est pour tout le monde. On risque en plus d'avoir une situation plutôt endémique, et donc, il faut repenser le risque complètement. Et si tu veux, si on avait le tiers du quart du hasard moral des banques, on ne serait pas du tout là où on en est aujourd'hui. Quand tu vois combien le système bancaire est aidé, je pense que je souhaite pas, si tu veux, pour l'État d'être encore plus présent dans le système assurantiel, mais je me rends bien compte que il y a des failles de marché qui sont de plus en plus visibles, et on en avait parlé d'ailleurs à l'AMRAE en février, juste avant le Covid, sur le changement climatique. Moi, je pense que les échanges entre le privé et le public ne sont pas au niveau aujourd'hui pour les types de risques auxquels on doit faire face, et qu'on touche les limites de l'assurabilité de nombreux risques. Quand on voit le cyber, la confluence du cyber, de la catastrophe naturelle, des pertes et dommages, et on voit maintenant le politique qui se met dans le jeu avec. C'est très difficile d'assurer la volatilité de politique publique. Et plus on va avoir une situation d'interventionnisme d'État, plus le risque va devenir imprédictible et moins il va être assurable. Et c'est là où peut-être qu'il faut redéfinir ce qui doit être pris en charge par le public. Et moi, je pense qu'il y a de la place pour une partie de risques qui sont pris en charge par le public,
ça sera beaucoup moins coûteux qu'une partie des endettements ou des liquidités mises en place à travers les prêts bancaires, et ça sera plus bénéfique pour la croissance de l'entreprise. Mais c'est aujourd'hui une discussion difficile à avoir. Moi, je suis persuadé que les assureurs sont beaucoup moins bons communicants que les banquiers, et qu'on gagnerait à s'entendre, à échanger sur des choses qui font sens pour notre secteur. Voilà. Moi, je crois que c'est tout à fait intéressant. Là, on entre dans un nouveau sujet qui pourrait faire l'objet d'un nouveau webinaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, les assureurs sont pas très bons communicants. Après, sur les risques, moi, personnellement, il me semble que aujourd'hui, ce dont on se rend compte finalement, à la lumière de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que on a maintenant des risques. Il faut faire la distinction entre les risques, on va dire, systémiques, catastrophiques et systémiques, et les risques, je dirais, courants, on va dire, ou d'exploitation, ou qui concernent la vie quotidienne. C'est-à-dire les risques systémiques, catastrophiques, c'est les risques naturels, le risque cyber, maintenant le risque pandémique, le risque terrorisme, etc. Et puis, tu as les risques. Et là, je crois que sur ces risques-là, il y a peut-être effectivement quelque chose à créer dans un espèce de partenariat public-privé, peut-être parce que le marché ne pourra jamais couvrir complètement un risque systémique. On l'a bien vu dans le domaine bancaire. Après, par rapport à la banque, c'est vrai que dans le secteur bancaire, on a pris beaucoup, par rapport à ce qui s'est passé au moment des crises qui sont intervenues en 2000-2008, le régulateur est intervenu et il y a eu plein de mesures qui ont été prises pour conforter les fonds propres des banques, etc., etc., et limiter leur prise de risque. Alors, il y aura peut-être des discussions qui qui devront s'opérer également avec le marché de l'assurance. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En tous les cas, je dirais que pour conclure, et par rapport à notre ami Xavier, finalement, ce qui lui reste aujourd'hui, c'est de faire davantage de prévention, de faire encore plus de PCA et de la cartographie, évidemment, mais surtout de la gestion de crise et des PCA en continu. Je dirais que la prévention, finalement, ce sont les sujets du risk manager quotidien. Et je crois qu'on a un grand avenir pour le métier du risk management, si je peux conclure là-dessus. Je crois que Oui. c'est un peu ce que on peut ressortir de cette discussion de fin de webinaire. Oui, c'est Il me reste à vous remercier tous. Nous avons, à moins que Xavier, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste rajouter pour compléter ce que tu dis, la gestion de la crise est l'élément primordial parce que autant si on parle du crash aérien, un crash n'est pas dans la cartographie des risques. Dans la cartographie des risques, on va y inscrire la manière dont on va gérer la crise. Le devoir d'un gestionnaire d'aéroport, c'est la manière de réagir, de gérer la crise et de faire face à une situation dramatique. Bien sûr, le crash aérien est dramatique, mais c'est plutôt dans la carto des risques des compagnies aériennes. Et pour un aéroport, c'est bien la gestion de la crise. Et donc, pour aller dans le sens de ce que tu viens d'exprimer, c'est la prévention, être prêt, pouvoir réagir et faire des entraînements, etc. Voilà. Merci. Bah, écoutez, on va arrêter ce webinaire sur ces dernières paroles. Il me reste à vous remercier tous très chaleureusement et très vivement pour vos interventions, je crois, qui ont captivé. Vous voyez, on a maintenu un taux de participants très honorable, bien au-delà du temps qui était normalement fixé. Et donc, ça prouve que la discussion était intéressante et forcément d'actualité. Encore merci à tous. Merci à tous les participants à ce webinaire. Merci. Et merci à nos invités. Peut-être à une autre occasion. En tous les cas, il y a un deuxième webinaire demain organisé par IMRAE sur justement les conséquences de la crise dans la zone CIMA. Et je recommande aux participants de participer à ce webinaire demain à 12 h également. Bon appétit, s'il est encore temps, et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir et bonjour de Dakar. Au revoir. Oui, merci. À bientôt. Comment je me fais ça ?